Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Sport, je suis Philippe Lefebvre, je suis ravi de vous accueillir au salon Destination Nature. À mes côtés, Marie-Hélène Materne. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Philippe. Vous êtes directrice de l'Office du tourisme, alors le nom est beau, Beau Jardin. Le Beau Jardin. Alors le Beau Jardin, c'est où ? Alors le Beau Jardin se trouve aux portes ouest de Strasbourg. En fait, le nom de cette destination est construit sur une légende, celle de Louis XIV. Alors racontez-nous cette légende. Et oui, vraisemblablement, ce cher Louis serait descendu du col de Saverne, qui se trouve, c'est une colline, approche de Strasbourg. Et en descendant de ce col de Saverne et en apercevant ce territoire qu'on appelle le Korersberg, et vous comprenez aussi que c'est pas simple à prononcer, ce serait écrié quel beau jardin. Et effectivement, on est sur un territoire à vocation agricole très forte, puisqu'on a une terre dans le Korersberg qui est parmi les plus fertiles de l'Europe. Alors aidez-nous déjà pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément l'Alsace. Ça se situe où cette grande bande entre Haut-Rhin et Bas-Rhin ? Alors on est dans le Bas-Rhin, effectivement, comme je vous le disais, au port-ouest de Strasbourg, et finalement entre les trois grandes villes barinoises que sont Strasbourg, Saverne et Haguenau, plus au nord. D'accord. Voilà, on est dans ce triangle-là. Et là, on est dans une région qui, traditionnellement, vous le disiez, est agricole et où, traditionnellement, on cultive le houblon. Tout à fait, le houblon qui, comme vous le savez, entre dans la composition de la bière. Et ça, c'est une des vraies grosses productions agricoles ou il y a d'autres productions agricoles dans votre région ? Non, il y a vraiment de très nombreuses productions agricoles dans notre région. Comme je vous le disais, c'est une terre particulièrement fertile, donc on y trouve de très nombreuses céréales. Du blé, du maïs, mais également de la betterave sucrière, toujours dans les céréales de l'orge, du maraîchage également, et puis effectivement encore un peu de tabac et du houblon. Et en Alsace, vous le savez sans doute, la production française de houblon y est particulièrement concentrée, puisqu'on estime que 80 à 85% du houblon français est alsacien. Alors, justement, on va parler de l'Alsace. L'Alsace est connue aussi, touristiquement parlant, pour ses routes des vins. Et il n'y avait pas de route... Alors, pas forcément de la bière, mais du houblon. Et c'est là que vous intervenez, parce que vous avez créé une route du houblon. Alors, expliquez-moi ce qu'on trouve dans la route du houblon. Il est vrai qu'à l'inverse de la route des vins, qui vraiment est un tronçon le long duquel on trouve des vignes, le houblon, lui, est beaucoup plus concentré. Donc on trouve ce houblon autour de la commune de Wingersheim, et c'est à Wingersheim donc que se trouve notre sentier du houblon dédié complètement à cette culture. Alors ce sentier, ça se passe comment ? On y va à pied, à cheval, en voiture ? Comment ça marche ? Alors c'est un sentier de façon classique déjà, qui est balisé et qui fait l'objet d'une découverte qui peut avoir lieu de façon très libre tout au long de l'année. Ça, c'est la première possibilité. Ensuite, vous avez la possibilité, de façon plus ponctuelle et à des dates définies, de découvrir ce sentier à pied et accompagné. Donc là, on a une vraie dimension supplémentaire, puisque vous avez un guide qui va vous parler du houblon, bien sûr, mais pas que, puisqu'on découvre plein d'autres choses dans ce sentier. Parce que je suppose que vous partez du houblon pour arriver à la bière. Notamment. Et la troisième possibilité de visite, elle est vraiment particulière et elle est tout à fait emblématique de notre sentier. C'est pour les groupes constitués, à partir de 12 personnes et jusqu'à 60. Pour ces groupes constitués, le groupe monte à bord d'une remorque tractée par un tracteur. Et là, on fait la découverte du sentier à bord du tracteur. On est dans une ambiance particulièrement bucolique et entouré de paysages absolument sidérant. Alors, quand on veut faire suivre ce sentier à pied, alors pas forcément dans les remorques tractées par un tracteur, etc., mais est-ce qu'il y a des balises ? Est-ce que c'est indiqué ou est-ce qu'on se perd dans les champs ? Non, bien heureusement, on ne se perd pas dans les champs. Effectivement, le sentier est balisé. Il y a même à l'un ou l'autre endroit des panneaux pédagogiques qui en disent un peu plus sur le patrimoine de la commune et sur la culture du houblon. Mais vraiment, la plus-value, elle est dans la visite guidée, accompagnée, ou alors dans la visite de groupe. Mais pour les gens qui ont plutôt envie ou même plutôt une pratique sportive, clairement, le sentier est accessible tout au long de l'année. Et alors, quelle est la meilleure période ? Parce que par définition, le houblon, il ne pousse qu'à une certaine époque. En plus, c'est très spectaculaire, je crois, c'est assez haut. Absolument. En fait, le houblon est une liane. Et donc, elle a besoin de monter en hauteur. L'agriculteur va poser des tiges le long desquelles la liane va grimper.
Donc il faut un système comme des tuteurs, on appelle ça un système de haubanage. Et la liane va être mise au fil, là, à cette période-ci de l'année, au mois de mars. Et puis elle va commencer à grandir. Alors évidemment, là, lorsque vous venez, actuellement, le système de haubanage est totalement nu, puisque la liane, elle est encore toute petite. Elle va monter au fur et à mesure. Elle arrive vraiment, elle est à son apogée au courant de juillet-août. En juin-juillet, elle va fleurir et le cône de houblon va se former dans la fleur. Et la liane va être descendue à partir du 20-25 août. Quand vous dites descendue, c'est-à-dire c'est la récolte qui va se faire? En fait, on descend la tige entière. D'accord. Elle est tirée, elle est déposée sur une remorque, amenée jusqu'à la ferme. Et là-bas, on va séparer en fait le cône de houblon de la liane et on va mettre à sécher ces cônes pour ensuite en retirer soit la poudre, soit on va former de l'huile essentielle, soit on va former aussi des granules en fonction de l'usage qui est prévu par la suite. Et est-ce qu'il y a des différences en matière de terroir et en matière de houblon? C'est-à-dire le houblon qui pousse à un endroit n'aura pas forcément le même résultat une fois la bière élaborée que le houblon produit à un autre endroit? Alors, au-delà la du notion de terroir est importante? Elle n'est pas si importante que ça. Elle est sans doute existante, mais certainement assez fine. Ce qui est très important, ce sont les variétés de houblon. Aujourd'hui, l'une des variétés les plus présentes en Alsace, c'est la variété du Strieselspalt. Je vous laisse la prononcer. Ouais. C'est un mot contre triple au Scrabble, quoi. Voilà. Absolument. Et c'est une variété extrêmement implantée localement. Et là où va entrer le savoir-faire du brasseur, c'est dans la combinaison des houblons et dans l'assemblage de houblon. Et c'est dans cet assemblage qu'il va essayer de viser le goût recherché pour sa bière. Aujourd'hui, on a beaucoup de brasseurs ou de micro-brasseurs qui tentent de s'affranchir complètement de tout aroma artificiel ou naturel, mais qui misent plutôt sur les assemblages de houblon pour atteindre leur objectif gustatif. Alors, cette visite, ce sentier du houblon, est-ce qu'il se poursuit après chez les brasseurs? Alors, c'est de toute façon le sentier du houblon, lorsqu'il est fait accompagné, il se termine par une dégustation. Parce qu'en Alsace, vous le savez, on est comme ça, on aime la convivialité. Et puis, il y a tout à côté du sentier une microbrasserie, effectivement, qui est là pour accueillir les publics en présence. Mais il y a aussi, je dirais, 10 km de là, la Villa Météor, qui est aujourd'hui le seul site... Grande marque emblématique alsacienne. Oui, énorme. C'est la dernière brasserie familiale indépendante de France qui a, depuis quelques années, un lieu dédié à cela. Et c'est le seul lieu dédié à la bière en Alsace, lieu touristique. Et ça aussi, c'est une bonne occasion de découvrir le produit et de dire que c'est pas finalement un produit banal qu'on achète au supermarché. C'est qu'il y a aussi des femmes et des hommes derrière qui élaborent le houblon et puis qui après travaillent la bière. Tout à fait. La bière est aujourd'hui la boisson préférée des Français. Elle est passée depuis quelques années maintenant devant le vin et elle fait l'objet d'une certaine saisonnalité. On a la bière de Noël, bien sûr, très connue en Alsace et ailleurs également. On a les bières de printemps qui arrivent là maintenant et puis les bières plus estivale qu'on va retrouver et globalement chaque brasseur aujourd'hui a un petit peu sa signature. On a par exemple une microbrasserie tenue par une femme dans la commune de Alteckendorf, ça s'appelle la Blume et en fait Sophie, qui est le nom de cette brasseuse, fait notamment des bières à base d'herbes. Elle a aussi un jour sorti une bière aromatisée menthe chocolat. Enfin voilà, on a des microbrasseurs hyper surprenants et puis qui ont beaucoup d'audace et qui vont chercher un peu plus loin. Et voilà, je pense qu'on n'a pas encore tout percé dans le domaine de la bière. Il y a encore des champs possibles en termes de développement. Oui, et puis c'est vrai que c'est intéressant aussi de dire qu'il y a autre chose que des grandes marques. Bon, certes, on parlait tout à l'heure de la marque emblématique de l'Alsace, mais derrière aussi les gros groupes industriels, il y a aussi des gens qui font, j'allais dire, la bière comme ils l'aiment et qui essayent de faire partager leur passion, ce qui doit être le cas de votre brasseuse. Oui. On dit comme ça, une oui, brasseuse. Oui, Sophie est un exemple, mais on en a quelques-uns et il est vrai que chacun a sa signature, chacun est dans une recherche particulière. J'ai l'impression même moins de concurrence peut-être même que dans le domaine viticole parce que chacun a une méthode, un savoir-faire qu'il exploite et c'est particulièrement riche. Alors, en dehors du houblon, en dehors de la bière, quand on est
chez vous, dans cette zone du Beau Jardin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à découvrir? Quels sont les incontournables à découvrir qui, si on ne les voit pas, nous font courir le risque de rater notre voyage? Alors j'ai envie de vous parler de deux choses. La première, c'est un musée, une petite pépite que nous avons dans la commune de, attention, Trüchtersheim. À Trüchtersheim, nous avons la maison du Korosberg dans laquelle on va trouver notamment des coiffes alsaciennes. La coiffe que vous connaissez tous, ces fameuses grandes oreilles, en fait, ne se portait que dans une petite partie de l'Alsace. Aujourd'hui, elle est emblématique de toute la région. Et on a dans ce musée sans doute la collection la plus importante de coiffes alsaciennes en Alsace, et sans doute même au-delà. Les expositions y sont en plus temporaires, donc vous avez toujours une bonne raison de revenir dans ce musée. La deuxième chose que j'aurais voulu évoquer avec vous et qui marche bien avec la bière, c'est la tarte flambée, la Flammkuche. Ben oui. Ah oui, alors là... Là, on est dans le berceau de la tarte flambée. Alors, c'est drôle, en Alsace, on dit beaucoup tarte flambée. En France, dans le reste de la France, on dit beaucoup Flammkuche. Oui, parce que ça fait brancher. Oui, sans doute. Ça fait mode. Sans doute. En tous les cas, la tradition de cette tarte flambée vient de notre secteur. C'est une tradition paysanne, puisqu'en fait, par le passé, on cuisait le pain tous ensemble. C'est-à-dire qu'un paysan avait un four à pain et puis le partageait avec ses voisins, ce qui donnait lieu à une fête. Ça se faisait souvent en fin de semaine. Et puis, en attendant que le four soit à bonne température, on prenait les produits de la ferme et on partageait quelque chose de convivial. Donc, on prenait un peu de pâte à pain, on l'étalait, on prenait la crème de la ferme, on prenait le lard de la ferme, un peu d'oignon, et puis on partageait ça ensemble. Et là, c'est le début du bonheur. Et c'était le début du bonheur. Cette tarte flambée, elle est idéale, elle est parfaite, elle se partage, elle se mange avec les mains. Oui, alors là, oui aussi. Oui. Contrairement à certains restaurants qui nous servent des couverts avec, non. Nous, on la mange avec les mains, vraiment. Ouais. Elle a un petit goût en plus. Alors tout à l'heure, je vous demandais quelle était la saisonnalité pour le houblon. Quelle serait la meilleure, en dehors de voir effectivement le houblon, quelle est la meilleure période pour visiter votre région? Alors, bien sûr, l'été, avec sans doute éviter les fortes chaleurs de juillet et d'août. Juin, septembre sont des très belles périodes pour découvrir l'Alsace. Évidemment, on ne peut pas évoquer l'Alsace sans parler de Noël. Oui, incontournable. Sûr. Il y a aussi, de par chez vous, on n'est pas loin de Strasbourg et du célébrissime et incontournable marché de Noël, il y a aussi les petits marchés de Noël dans les villes, les villages. Nous avons plusieurs très très beaux marchés de Noël. Aujourd'hui, les petits villages aux alentours de ces grandes villes qui ont des très gros marchés de Noël, vraiment se mettent un point d'honneur à développer des marchés de Noël encore plus authentiques, encore plus soignés. On choisit vraiment avec soin les exposants. On propose des produits de qualité, des produits locaux. Et pour ne citer peut-être qu'elles, je citerai les escapades de Noël qui se trouvent à Trüchtersheim, à côté de ce musée dont on parlait tout à l'heure, qui se déroule toujours le 3e et 4e week-end de l'Avent, donc les 2 derniers week-ends avant Noël, en fait. Et puis, il y a effectivement une petite pépite que j'ai envie de citer encore, qui se trouve à Ittenheim. C'est un couple qui fait une collection de crèches absolument extraordinaire et qui ouvre chaque année. Donc c'est la ferme de Rosie et Charlie à Ittenheim et ils proposent une exposition de crèches extraordinaire, vraiment incroyable, que je vous invite à venir visiter et qui est installée dès la fin novembre et qu'on peut découvrir jusqu'à début janvier. Eh bien, vous nous avez donné rendez-vous et envie de venir, Marie-Hélène. Juste un détail, depuis Paris, 2 heures de TGV par Strasbourg. 2 heures. Voilà, très simple donc pour venir chez vous, notamment pour découvrir ce qui se cache derrière nos bouteilles de bière. Oui, absolument. Merci beaucoup Marie-Hélène Materne, directrice de l'Office du tourisme Beau Jardin. Je vous rappelle que si vous voulez préparer votre voyage en Alsace, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site radiosport.fr à la rubrique tourisme. À bientôt.